Vous avez vu, ils ont sorti le making of de Maman j'ai raté l'avion et ça m'a gâché mon enfance. Et ouais, en vérité, tout était tourné sur fond vert. Moi qui rêvais de visiter cette maison. Ah, je vous jure, ça gâche la nostalgie de découvrir les cuisines d'un tel chef-d'œuvre. Ok, je rigole. En réalité, c'est de l'IA. Mais c'est flippant de voir à quel point ils arrivent à bien faire les vidéos. Je les mettrai sur mon Telegram si vous voulez voir tout en détail. Et d'ailleurs, en parlant d'IA, regardez à quoi ressemblent les acteurs du film aujourd'hui. Oh, on prend tous un coup de vieux là. Toi, tu l'as maté à quel âge pour la première fois le film? Non, en réalité, le film a vraiment été tourné dans une maison. Mais ça n'a pas été tourné dans un petit village paumé sorti d'une carte postale par contre. Tous les lieux de tournage étaient dans la banlieue de Chicago. Et le fameux nid familial des McAllister, il se trouve en réalité dans un quartier ultra riche de Winnetka, à 25 km de Chicago. Alors la maison est réelle, il y a 2 étages avec une mansarde. Et aujourd'hui, c'est carrément devenu une attraction touristique. Les gens, ils viennent voir la maison comme si Kevin allait encore leur ouvrir la porte avec son pistolet à billes. Par contre, aujourd'hui, en 35 ans, la maison, elle a vraiment beaucoup changé. Elle a été rénovée presque jusqu'à méconnaissable. On reconnaît vaguement la structure, mais l'intérieur, lui, il a totalement changé. Et honnêtement, vous préférez quel style? Des années 90 ou ceux de 2025? Moi, je trouve que le progrès, c'est devenu un gros mot désormais. La maison est devenue trop moderne, j'ai l'impression. Donc, le film en question, Maman, j'ai raté l'avion. Bon, déjà, j'aime pas du tout la traduction. Mais donc, à la fin des années 80 et tout au début des années 90, Hollywood était envahi par les comédies familiales. Les salles en raffolaient et ça rapportait beaucoup plus que les films d'action. Et tout le monde voulait son petit gamin rigolo pour sauver le box-office. Et c'est pile dans ce contexte qu'est née l'une des comédies de Noël les plus cultes de la planète. Et ironie totale, c'est qu'à la base, personne n'y croyait. Tout le monde disait que le projet ressemblait à un commando suicide de Noël. Et pourtant, dès que Maman j'ai raté l'avion est sorti au cinéma, tout a basculé. Le petit blondinet qui hurle est devenu le gamin le plus riche d'Hollywood. Et Chris Columbus, le réalisateur à l'époque quasiment inconnu, presque en fin de carrière avant même d'avoir démarré, il s'est retrouvé demandé de partout. Et donc la saga a explosé des records. Avant de finir enterré en VHS, jusqu'à ce que Disney Plus est venu le déterrer pour faire un reboot. Ah, je vous jure, Disney Plus, parfois j'ai l'impression que c'est un peu des nécrophiles. Alors pour que Maman j'ai raté l'avion devienne ce qu'il est devenu, il a fallu un alignement de planètes, donc beaucoup de chance et quelques scènes improbables. Tout commence avec John Hughes, le scénariste-producteur. Donc il a écrit l'histoire spécialement pour Macaulay Culkin, avec qui il a travaillé dans Uncle Buck. Et sur ce film-là, Hughes était aussi réalisateur. Il avait beaucoup parlé avec Culkin. Il avait été bluffé par la capacité du gamin à être drôle rien qu'en respirant. Et l'idée du film naît carrément pendant le tournage de l'Oncle Buck. Culkin y joue déjà un petit génie impertinent dans une scène devenue culte où il interroge le babysitter comme s'il passait un entretien d'embauche. Et donc c'est exactement à ce moment-là qu'il inspire Hughes. Il se dit qu'un enfant comme ça pourrait tenir tout un film. D'ailleurs, dans Maman j'ai raté l'avion, on retrouve une scène un peu équivalente où Kevin humilie verbalement les casseurs-flotteurs. Et pour la petite connexion familiale, John Candy, déjà présent dans Uncle Buck, débarque lui aussi en guest dans Maman j'ai raté l'avion. Et donc le scénario, Hughes, en fait, il le trouve pendant qu'il préparait son vrai voyage en vacances avec sa famille. En France en plus. Il imagine la panique du départ, les valises, les coussins, les hurlements et se dit « Imagine si dans tout ce bordel, t'oublies ton gamin. » Évidemment, c'est un peu gros. Donc du coup, il construit une situation pour que ça soit crédible. Donc beaucoup d'enfants, plusieurs voitures, panne de réveil, une mauvaise addition au moment de compter la troupe. Et du coup, là, ça passe parce que les parents, ils paraissent juste très stressés et pas criminels. Et même si Hughes est le père spirituel du film, il ne voulait pas le réaliser. Il n'avait ni le temps ni l'envie de s'enfermer encore un an sur le projet. Et donc, il propose la réalisation à quelqu'un de peu connu à l'époque, c'est Chris Columbus. À l'époque, Columbus n'était pas encore le futur papa d'Harry Potter, de Mrs. Doubtfire ou alors une nuit au musée. Non, à ce moment-là, sa carrière est tellement fragile qu'un coup de vent pourrait l'emporter. Et c'est John Hughes qui le sauve professionnellement en lui offrant ce film, justement. Et le plus grand cauchemar pour un enfant, d'après Chris Columbus, c'était les cambrioleurs. Donc, pas les monstres imaginaires, non, c'était des vrais gens, des vrais types qui rentrent chez toi. C'est en partie pour ça d'ailleurs qu'il a accepté et qu'il a voulu réaliser Maman j'ai raté l'avion. Et donc parlons des casseurs-flotteurs, donc ce duo qui a traumatisé des enfants dans le monde entier et qui a aussi inspiré le groupe de rap de Orelsan et Gringe. Parce que ouais, les casseurs-flotteurs, bien sûr, ça vient de là. Et donc avec Joe Pesci, c'était simple, zéro problème. Le mec sortait des films de gangsters où il tabassait des gens avec des stylos. Alors tourner une vraie comédie, pour une fois, ça l'amusait. Il a signé direct sans même lire le scénario. On lui a dit, c'est pour Noël, il a répondu « Ok ». Mais pour le rôle de Marvin, là, il y avait un petit problème. Le premier choix des producteurs, c'était Daniel Stern. Sauf que Stern a demandé un cachet un peu trop élevé pour le film, dont le budget était très serré. Du coup, les producteurs le remplacent par Daniel Roebuck, prêt à jouer presque gratuitement. Tout allait bien jusqu'aux répétitions. Et là, catastrophe. Entre lui et Joe Pesci, il n'y avait aucune alchimie. Rien, genre vide sidéral. On aurait dit 2 inconnus obligés de faire un exposé d'anglais devant toute la classe. Chris Columbus, il l'a remarqué en 2 secondes, donc les producteurs aussi, et c'était le retour de Daniel Stern. Cette fois-ci, ils ont accepté toutes ces conditions, ils ont payé tout ce qu'ils voulaient, parce que clairement, sans lui, les casseurs-flotteurs n'auraient jamais ni cassé,
ni flotter. Alors, même si à la base le film était écrit pour Macaulay Culkin, Chris Columbus a quand même auditionné une bonne centaine d'enfants, histoire de vérifier qu'il n'existait pas quelque part un Kevin encore plus Kevin. Et donc effectivement, non, Culkin était imbattable. Et le père de Macaulay, Christopher Culkin, a ensuite exigé que son plus jeune fils, Kieran, soit lui aussi dans le film. Il a raconté une petite histoire touchante entre les deux frères, comme quoi c'est obligé que l'autre soit dans le film aussi, alors qu'en vérité, il voulait juste un peu plus d'oseille. Donc les producteurs n'ont pas eu vraiment le choix et Kieran a obtenu le rôle du cousin Fuller. Oui, celui dont Kevin ne veut absolument pas partager le lit parce qu'il fait pipi au lit. Et c'est vrai que c'est un peu l'ironie totale, c'est qu'aujourd'hui, la carrière de Kieran Culkin se porte bien mieux que celle de Macaulay. À l'époque, personne n'aurait parié un sandwich là-dessus. Ce que beaucoup ignorent, c'est que le père de Macaulay était impliqué. Genre, un peu trop, à la fois papa et manager. Christopher Culkin a littéralement pompé toute l'énergie de Chris Columbus. Négocier avec ce papa, c'était impossible. C'était une vraie prise de tête. Tellement ça a pris la tête à Christopher Columbus que 10 ans plus tard, en préparant Harry Potter, Columbus, il a fait passer un casting pour les enfants et aussi pour les parents. Parce qu'il sait qu'il faut travailler avec les deux en vérité. Donc le cachet de Macaulay Culkin pour le premier film, c'était à peine $100 000. C'est une somme relativement modeste quand on voit le phénomène qu'est devenu le film. Et heureusement pour lui, la suite a rétabli l'équilibre. Pour Maman, j'ai encore raté l'avion, il a touché $8 millions selon les sources. À l'époque, aucun enfant avait jamais gagné autant. Kevin était vraiment devenu le petit Richie Rich, mais en vrai. Et dans le film, Kevin a 2 frères et 2 sœurs. Et dans la vraie vie, Culkin, il avait encore plus. Il avait 2 sœurs et 4 frères. Malheureusement, l'une d'elles, Dakota, est décédée en 2008. Et pour le rôle de Harry, les producteurs avaient d'abord pensé à Robert De Niro, mais il a refusé. John Lovitz, il a dit non aussi. Le père de Kevin aurait pu être joué par Harrison Ford, Tom Hanks, Mel Gibson, Stallone, Travolta, ou même Jack Nicholson. Pour la mère, on avait envisagé Jodie Foster, Jamie Lee Curtis, Sigourney Weaver, Michelle Pfeiffer ou alors Sharon Stone. Et finalement, c'est John Hurd qui a incarné le père. Et lui aussi était persuadé que le film allait se planter. Après le succès mondial, il a passé tout son temps à s'excuser auprès de Hugh et Columbus. Et même si le film semble assez simple, le tournage a duré presque 4 mois. Les projections tests se sont très bien passées, mais le film a été largement coupé. Beaucoup de scènes avec la famille de Kevin à Paris ont disparu. Parce qu'en fait, les spectateurs n'en voulaient pas. Ils voulaient Kevin. Rien que du Kevin. Allez, kéké. Allez, kéké. Dès qu'on quittait la maison, il décrochait. Donc Joe Pesci, lui, était fidèle à sa réputation. Il lâchait des gros mots toutes les 10 minutes. Et un jour, Chris Columbus l'a pris à part et lui a demandé de remplacer les insultes par des mots qui sonnent pareil, mais qui ne traumatisent pas un enfant de 10 ans. Et pour que Kevin ait vraiment peur de lui, Pesci, il évitait tout contact avec Culkin en dehors des scènes. Et ça a marché. Par contre, il a un peu trop joué avec cette méthode en tournant la scène du crochet où il a vraiment mordu le doigt de Culkin. Alors, pas super fort non plus, il l'a pas arraché. Mais quand même, tout le monde autour s'est un peu inquiété. Ils se sont dit, ok, Joe, on va se calmer. Le fameux poster de Kevin où il se tient le visage en criant est inspiré directement du tableau Le Cri. Les pages du Playboy que Kevin feuillette étaient collées pour que Macaulay Culkin ne voit rien de trop instructif. Le fameux plan contre les cambrioleurs, c'est Macaulay Culkin lui-même à 9 ans qui l'a dessiné réellement. Quand Culkin était fatigué sur le tournage, il se couchait par terre et dormait entre 2 prises. Le petit dodo. Même si Kevin est seul à la maison, on ne voit jamais sa vraie chambre dans tout le film. Les blessures infligées à Harry et Marvin étaient mortelles dans la vraie vie. Et des médecins l'ont même confirmé en 2012. Il y a même des vidéos qui expliquent à quel point ils auraient... Facial and cervical spine fracture. Marv is dead. Le film noir et blanc Angels with 50 Souls n'existe pas. Tout a été tourné spécialement pour Maman, j'ai raté l'avion. Et Columbus disait que le plus dur, c'était de trouver des acteurs qui avaient des vraies têtes de l'époque des années 40. Mais finalement, ça a super bien marché. Le cascadeur qui doublait Culkin était un homme de 30 ans. Très petit, engagé pour pouvoir faire les chutes dangereuses. La vraie famille propriétaire de cette maison où il y a eu le tournage restait durant tout le tournage dans leur maison. Juste à chaque fois, ils passaient en hors-champ. Ça doit créer des sacrés souvenirs dans la famille de voir le making-of de ce film. Pendant le tournage, la scène culte où Kevin se met du aftershave et hurle comme si on venait de lui annoncer la fin de Noël, Culkin, en fait, il a improvisé le geste de mettre la main sur ses joues. Dans le scénario, c'était pas du tout prévu. Et donc Chris Columbus, il a simplement dit, il était un enfant très inventif. Personne n'aurait jamais pensé à faire ça. Joe Pesci et Daniel Stern ne croyaient pas du tout au succès du film aussi. Et donc du coup, ils passaient leur temps à faire des idiots sur le plateau. Et ironiquement, c'est justement ça, cette énergie qui a plu aux spectateurs. Dans la scène où Marvin hurle avec une araignée sur le visage, Daniel Stern avait une vraie tarentule posée sur lui. Et le pire, c'est qu'il devait jouer cette terreur, mais en silence. Parce qu'avec un cri beaucoup trop fort, l'araignée pouvait réellement paniquer et l'attaquer. Et heureusement que la scène a été faite en une seule prise. Et il a réussi direct. Et donc
le cri a été ajouté ensuite. Les pièges qui font rire tout le monde depuis 30 ans ne faisaient absolument pas rire sur le tournage. Chris Columbus l'expliquait très simplement. À chaque cascade, je priais pour que les doublures survivent. Alors les casseurs-flotteurs sont suffisamment répugnants et poisseux pour que le public savoure chaque punition. C'est un duo qu'on a un plaisir à voir souffrir encore et encore sans culpabilité. Donc grâce à toutes ces bonnes idées, le premier film est devenu une comédie les plus rentables de l'histoire. Et surtout un vrai classique absolu des fêtes. Les critiques et les spectateurs l'ont adoré, soulignant son humour, son ambiance et ses valeurs familiales. Et franchement, même après 10, 15, 20 visionnages, il reste toujours aussi amusant et aussi charmant que pour la première fois. Et bien sûr, avec un tel succès, les créateurs n'ont pas réfléchi longtemps. Ils ont immédiatement lancé la production de la suite. Alors, mets un gros like si, comme moi, tu kiffes te refaire les 2 films de Maman j'ai raté l'avion pendant les vacances de Noël. Pour moi, en fait, ce petit gamin qui hurle, c'est un peu comme le sapin de Noël. T'as beau faire l'adulte, mais tu finis toujours par le ressortir. Toi, tu préfères quel film, le 1 ou le 2 ? Ou peut-être le 3 ? Ou peut-être le 4 ? Ou peut-être le 5 ? Ou peut-être le 6 ? Parce que ouais, il y en a eu 6 en tout. À un moment donné, c'était plus des films, c'était des photocopies mal réglées. Et alors dites-moi, êtes-vous prêt à découvrir comment la franchise de Maman j'ai raté l'avion est passée d'un classique culte à une suite de ratés monumentaux et de bides au box-office ? Alors, c'est parti! Et donc, Maman, j'ai encore raté l'avion. La suite du premier film n'a évidemment pas mis longtemps à arriver. 2 ans plus tard à peine, Hollywood appuyait déjà sur rejouer. Et je vais être honnête avec vous, moi, j'ai adoré ce deuxième volet. Alors, beaucoup disent que c'est juste un copier-coller du premier. Moi, je suis pas tout à fait d'accord. Disons que c'est à peu près le même type de concept, mais sous stéroïdes. La même équipe est de retour, donc Chris Columbus à la réalisation, John Hughes au scénario et à la production. Alors, Hughes ne s'est pas trop compliqué la vie. Il a repris ce qui marchait et il a tout amplifié. Et donc, c'est toujours Maman, j'ai raté l'avion, mais en version XXL avec plus de pièges, plus de budget et plus de chaos. Le principe change légèrement, mais suffisamment pour relancer la machine. Donc au lieu d'une simple dispute familiale, Kevin fait un scandale monumental avec Buzz devant tout le monde et humilie publiquement les McAllister. Et cette fois, la famille ne l'oublie pas à la maison. Non, Kevin suit un mauvais homme à l'aéroport le prenant pour son père et se retrouve seul dans un avion pour New York. Donc il arrive à New York. Donc ouais, comme ça par hasard, tu prends un avion pour New York. Ça arrive à tout le monde, ça. Hein. Moi, je me dis que les créatifs qui ont trouvé le premier titre de Maman, j'ai raté l'avion, comment ils ont dû paniquer à ce moment-là, parce que là, ils ont dit, mais là, du coup, c'est Maman, j'ai pris un mauvais avion. Donc, côté violence, on change clairement de catégorie. Fini les petites voitures, les décorations de Noël et les araignées. Non, là, Kevin balance des briques sur la tête des bandits. Il les électrocute jusqu'au niveau steak bien cuit. Et il tente de les brûler pas 1 mais 2 fois. Et à ce stade-là... Moi, j'adore la théorie qui dit que Kevin, en fait, il a grandi, il est devenu le gars dans Saw. Bah, quand tu vois le film, tu te dis que ça commence à avoir un peu de sens. Et malgré l'accumulation de pièges humiliants et physiquement violents infligés aux casseurs-flotteurs, aucun des bandits n'a subi aucune blessure sérieuse. La scène la plus dangereuse pour Joe Pesci et Daniel Stern n'était même pas un piège, mais l'attaque des pigeons. Ouais, on les a littéralement recouverts de graines avant de lâcher une nuée d'oiseaux affamés. Et Daniel Stern, plus tard, il a raconté qu'un oiseau lui est réellement rentré dans la bouche. Ah ouais, c'était aussi horrible que ça en a l'air. Hein. Pendant la scène dans le magasin de jouets qui faisait rêver tout le monde, les enfants présents à l'écran ont eu le droit à un bonus plutôt sympa, c'est que chacun pouvait repartir avec le jouet de son choix. Ouais, c'était en fait leur salaire, mais version Hollywood Père Noël. Et d'ailleurs, quelques semaines après la sortie du film, la boîte Tiger Electronics a flairé le filon et a sorti une vraie version du Talkboy. Vous voyez l'appareil que Kevin utilise dans le film pour transformer sa voix. Dans le film, c'était une pure bidouille. Mais en réalité, ils ont fait comme à l'écran et donc le jouet permettait réellement de modifier la voix d'un enfant pour la faire sonner comme celle d'un adulte. Ah, c'était le rêve de tous les gamins. Et là où c'est intéressant, c'est la perception de succès. Parce que le premier film, personne n'y croyait, mais il a quand même fini numéro 1 de box-office. Et pour le deuxième, au contraire, tout le monde annonçait le carton plein, et au final, Maman, j'ai encore raté l'avion a remporté 358 millions de dollars dans le monde, ce qui le classe 3e de l'année. Devant lui, on avait Bodyguard, et puis ensuite Aladdin en premier. Mais le détail qui fait mal, en fait, c'est le marché américain. Parce qu'aux États-Unis, le premier film avait rapporté quasi 300 millions de dollars, alors que le deuxième, c'était seulement 170 millions. En fait, beaucoup ont vu ce film un peu comme une rebelote, quoi, la même chose. Et donc, le film a subi des grosses chutes semaine après semaine. En France, par contre, l'accueil du deuxième film était resté quasi aussi bon que pour le premier. Ouais, c'est aux États-Unis que c'était complètement une autre histoire, parce que les critiques, ils l'ont démonté. Et même si les recettes ont baissé, elles restaient suffisamment élevées pour que la suite paraisse évidente. Presque obligatoire. Mais c'est là que John Hughes a freiné. Pour lui, Macaulay Culkin devait grandir un peu pour que la suite ait un vrai sens. Et donc le projet d'un 3e film a été repoussé avec un démarrage envisagé autour de 1995. Sauf que le temps a fait son œuvre. Après Maman, j'ai encore raté l'avion, Culkin tourne Le Bon Fils. Alors le film ne se plante pas vraiment, mais la machine commence à s'effriter. Puis vient Richie Rich. Et là, ça coule. Lentement, mais sûrement. Et à ce moment-là, Culkin décide de lever un peu le pied et de s'éloigner du cinéma
pour ne pas enterrer définitivement sa carrière. On a essayé de le convaincre plein de fois de revenir encore une fois dans la peau de Kevin, il a toujours refusé. Et à cause de son nom, c'était déjà la fin d'une époque. Alors malgré tout, arrive Maman, j'ai raté l'avion 3. Alors il y avait deux options, soit on arrêtait tout, soit on changeait complètement la direction. Alors beaucoup voulaient fermer cette porte proprement et laisser un bon souvenir, mais les studios, eux, ils ont voulu ouvrir leur portefeuille surtout. L'idée était donc simple, c'est de réécrire le scénario pour un enfant plus jeune et repartir presque de zéro. Pendant un moment, ils ont même envisagé un spin-off centré sur le frère de Kevin, celui joué par Kieran Culkin dans les deux premiers films. L'avantage était évident, c'était de garder un bout de la famille McAllister et surtout permettre à John Hughes de ramener Joe Pesci et Daniel Stern. Sauf que voilà, Daniel Stern et Joe Pesci n'ont pas du tout aimé l'idée. Ils ont refusé, fin de l'histoire, allez on enterre le projet. Ensuite, il y a eu une autre tentative un peu étrange, donc un concept de série télé dans laquelle un enfant repousserait les voyous épisode après épisode pendant 24 épisodes. Mais en avançant dans le scénario, le studio s'est rendu compte que ça fonctionne mieux au long métrage. Donc le projet a été recyclé et Maman, j'ai raté l'avion 3 part finalement au cinéma. Le casting, lui, était une vraie boucherie. Près de 200 enfants ont passé des auditions. Et même Elijah Wood a tenté sa chance. Mais il était jugé un peu trop vieux à l'époque. Ce qui est marrant, c'est qu'il était complètement en déprime quand il s'est fait refuser pour ce rôle. Enfin, c'est rigolo quand on sait ce qui va lui arriver dans quelques années. Et dans le film, d'ailleurs, on aperçoit aussi une très jeune Scarlett Johansson. Donc comme quoi, même dans un volet souvent oublié, tout n'était pas complètement acheté. Donc au final, John Hughes finit par trancher. Pas de demi-mesure, ce sera un reboot complet. Nouveau héros, nouveau contexte, nouveau délire. Kevin disparaît et à sa place arrive un garçon nommé Alex. Et surtout, les mythiques casseurs-flotteurs sont remplacés par 4 espions. Ouais, genre des espions dans un film de Noël, on sent déjà la magie disparaître. Et ce qui est bizarre, c'est que dans Maman, j'ai raté l'avion 3, on tente même de donner au film un enjeu quasi géopolitique. Parce que les 4 mercenaires volent à Hong Kong une puce informatique liée à un système de camouflage de missiles. Et pour la faire passer discrètement à l'aéroport, ils la planquent dans une voiture télécommandée. Sauf qu'évidemment, ça tourne mal, la voiture est récupérée par une gentille vieille mamie, Mrs. Hess. Et le lendemain, elle l'offre à Alex. Les méchants comprennent que la puce est dans les mains d'un gamin et Alex, lui, n'a aucune intention de la rendre. Alors c'est vrai que sur papier, le scénario est assez absurde. Alors sur les écrans, encore plus. Le film souffre surtout d'un énorme problème, c'est qu'il n'a plus l'âme de Noël. L'action se déroule bien en hiver, mais l'ambiance festive a totalement disparu. Pas de magie, pas de chaleur, pas ce sentiment de film qu'on relance chaque année sous son plaid. Parce que les scènes où Alex défend sa maison, c'est super mou, c'est peu inspirant. Franchement, c'est pas très drôle. Les idées manquent d'originalité et la plupart des pièges donnent juste l'impression d'avoir déjà vu et revu. Et en plus, sont moins bien. Franchement, le vrai moment le plus stylé, c'est quand il fixe la caméra sur sa voiture téléguidée. Ah, je vous jure, c'était mon rêve de ouf de faire ça. J'ai trop essayé de le faire à la maison, mais bien sûr, à l'époque, fallait des câbles et tout. Aujourd'hui, les gens, ils le font avec les drones, mais moi, vous imaginez pas à quel point je rêvais de faire ça. Mais à part ça, donc ouais, les pièges sont totalement ennuyeux. La seule idée un peu mémorable, c'est l'armoire avec le gant qui frappe. C'est à peu près tout. Clairement, le potentiel de punition de ce gamin n'arrive même pas à la cheville de Kevin McAllister. Et c'est vrai qu'avec le recul, certains disent aujourd'hui que le film, finalement, était pas si mauvais. En fait, surtout si tu le regardes comme un film à part, tu vois, sans aucun lien avec les autres. Alors c'est vrai, mais à sa sortie, il s'est planté au box-office. Parce qu'en fait, tout le monde était déçu parce qu'ils attendaient une vraie suite avec les vrais acteurs, les mêmes personnages. Et là, on leur sort un gamin qui n'a rien à voir. Ah, je vous jure, ce gamin, il a failli se faire autant détester que le gamin qui a joué Anakin Skywalker dans Star Wars, Le Retour. Et donc, à partir de là, la franchise était complètement en roue libre. Et donc, après un tel fiasco, Maman, j'ai raté l'avion 4 n'a même pas tenté le cinéma. La 4e partie est sortie directement en cassette, sans passer par les salles. Déjà, red flag numéro 1. Par contre, dans l'histoire, on revient dans la famille McAllister. Enfin, sur papier, parce qu'en réalité, ce sont plus vraiment les mêmes personnages. Il y a des nouveaux acteurs, nouvelles têtes, nouveaux caractères, nouvelles maisons. En fait, c'était comme si c'était des McAllister, mais d'une dimension parallèle. À l'origine, le film devait servir de pilote pour une série télé aussi, mais les audiences ont été si catastrophiques que le projet a été immédiatement enterré. Le studio voulait absolument faire durer la franchise, sauf que personne ne suivait. Et forcément, ils ont dû changer tout le casting, tout simplement parce que personne ne voulait tourner dedans. Daniel Stern, lui, il s'est vu proposer de revenir dans son rôle. Il a déclaré plus tard que c'était l'offre la plus insultante de sa carrière d'acteur. Mais celui qui est le plus pourri dans cette version, c'est Kevin. Ce n'est plus le gamin malin et attachant comme dans les 2 premiers films. Dans le 4, Kevin est insupportable. Il agace ses parents, les domestiques et surtout les
téléspectateur. Le personnage est mal écrit, mal rythmé, il est totalement vidé de ce que faisait son charme. Et le pire, c'est que ce n'est même pas une nouvelle histoire. Non, c'est juste encore Kevin McAllister qui doit empêcher Marvin de cambrioler une maison. Sauf que cette fois-ci, la plus grosse menace, c'est pas Marvin. Non, c'est juste l'ennui. Et au lieu des pièges inventifs et absurdes, le film nous sort un lent drama familial sur le divorce. Pas vraiment ce que les gens venaient chercher pour Noël. Et donc la franchise qui avait commencé avec 2 comédies les plus rentables de leur époque, on est arrivé à une sortie directe en DVD. Donc le film est froid, sans âme, presque sans esprit de fête. Il n'y a plus de chaleur, plus de magie de Noël. Chaque scène donne l'impression d'avoir été tournée sous anesthésie. Et donc après cet énième crash, toute tentative de ressuscitation, normalement c'était compréhensible que c'est voie à l'échec. Donc la franchise Maman j'ai raté l'avion disparaît des radars pendant presque 10 ans. On pense tous que l'histoire est terminée jusqu'à ce qu'en 2012, un nouveau film débarque comme un cheveu sur la soupe. Maman j'ai raté l'avion 4, le braquage de Noël. Oui, ça existe vraiment. Et ce 5e film est présenté comme une nouvelle tentative de redonner de la vie à la franchise. Et comme les précédentes tentatives, il échoue mais en beauté. On repart encore une fois de zéro, donc nouvelle histoire, nouveaux personnages, aucun lien réel avec le film original. À ce stade, le nom de Maman j'ai raté l'avion sert surtout d'étiquette marketing collée de force. Les retours du public sont sans appel. 3 sur 10 en moyenne. Un score qui ne suggère pas un film moyen, mais plutôt une expérience cinématographique dangereuse. À éviter même dos à l'écran, attention. Et on pourrait croire que 3 échecs d'affilée, c'est un message de l'univers, genre stop, ça suffit, s'il vous plaît, arrêtez la franchise. Mais non, Disney, après avoir racheté 20th Century Fox en 2019, décide que la meilleure idée possible, c'est de ressusciter Maman j'ai raté l'avion, mais pour Disney+. Et c'est comme ça qu'on a eu là, il y a pas très longtemps, droit au 6e film, sérieux. Un projet qui à la base devait être un remake, puis après un soft reboot, puis après juste au moins quelque chose. On sait pas vraiment quoi, mais juste du quelque chose. Un film vraiment monté à la va-vite pour une plateforme qui enchaîne des échecs à la chaîne. Et ce 6e volet de Maman j'ai raté l'avion propose encore une nouvelle histoire avec des nouveaux personnages, tout en essayant de faire des clins d'œil appuyés aux films originaux. Un choix très étrange, presque gênant. Un peu comme quelqu'un qui cite des private jokes dans une soirée où personne ne le connaît. Mais soyons sérieux 2 minutes, c'est que ce film, en fait, il ne sait pas vraiment ce qu'il veut être. C'est une parodie, c'est un hommage sincère ou c'est un remake odieux. Le scénario repose entièrement sur une succession de malentendus gênants. Au point qu'on a parfois l'impression que le script a été écrit par une chaîne de mails mal compris. Le nouveau héros, Max, n'a tout simplement rien à faire là. C'est un personnage plat, sans génie, sans malice, sans imagination. Les pièges sont catastrophiques, donc pas intelligent, pas créatif, pas inventif, juste paresseux. On sent qu'ils doivent être drôles, mais en réalité, ils inspirent surtout la pitié. Par exemple, en moment où un personnage se prend de la farine en pleine tête, moi j'ai pari. Personne n'arrive, je pense. Tu regardes ça et tu te dis juste... Oh le pauvre. Donc Maman j'ai raté l'avion 6 est un mauvais film, avec un mauvais scénario et des personnages sans intérêt et des pièges indignes de la saga. Donc c'est un objet bizarre à moitié suite, à moitié remake, mais surtout un malentendu total. En fait, on sait pas à qui il s'adresse et on sait pas pourquoi il existe. Donc Meyagadou, on n'oublie pas un maximum de likes pour me soutenir pour une 3e vidéo dans la semaine, hein. Et attention, c'est même pas des suites de vidéos, c'est tout le temps des nouvelles idées. Mettez-moi aussi dans les commentaires les films que vous kiffez mater pour Noël, j'ai envie d'en mater là en ce moment. En tout cas, Meyagadoudou, moi je vous fais un maximum de Yagadakis et j'ai déjà hâte de vous retrouver à la prochaine vidéo qui va arriver, mais très bientôt. Oh. Allez.